Bonjour et bon réveil, merci d'avoir choisi i24 News pour vous informer ce matin, une actualité chargée. Voici les titres de cette édition. La Jordanie a exécuté ce matin une djihadiste irakienne réclamée par l'État islamique. Riposte à cette vidéo diffusée hier. On y voit un pilote jordanien brûlé vif par Daesh. La France et sa communauté juive, une nouvelle fois visée par le terrorisme, l'assaillant était connu des services de renseignement. Alors où est la faille du système? Pourquoi ces djihadistes continuent-ils de frapper? On en parle dans un instant. Et puis dans ce contexte, à noter que Dieudonné sera devant les juges une nouvelle fois ce mercredi. L'ancien humoriste comparaît pour apologie du terrorisme. Bonjour à tous, nous sommes ensemble pour 2 heures d'actualité depuis Tel Aviv et bonjour à notre invité Michael Barzvi. Merci d'être avec nous, vous êtes professeur de philosophie politique et bonjour à notre Maurice. On se plonge avec vous dans la presse arabe et israélienne de ce matin. Plusieurs grands titres qu'on va développer ensemble, notamment cette histoire jordanienne. Mais tout d'abord, le Yediot Aharonot qui revient sur cette démission du juge de l'ONU. Exactement, la démission du président de la Commission des Nations Unies sur Gaza, chargé d'enquêter sur les événements de Gaza, le professeur William Schabes, qui hier a annoncé sa démission. Alors, il a accordé une interview spéciale au quotidien Yediot Aharonot et je vais vous donner un peu la teneur de cette interview. William Schabes affirme qu'il n'a pas été offensé. Pour se sentir offensé, a-t-il dit, il faut avoir du respect pour ceux qui vous portent des critiques et je n'ai aucune estime pour les dirigeants israéliens, a-t-il expliqué aux journalistes de Yediot Aharonot. Pourquoi n'a-t-il pas annoncé avoir été conseiller juridique de l'OLP, lui demande le journaliste. Je n'ai pas pensé que c'était important et adéquat. Votre démission est une victoire pour Israël? Point d'interrogation. Quand le rapport sera publié, Israël jugera si c'est une victoire ou une défaite, a déclaré William Schabes. Réaction d'un homme amer? Oui, je crois que dans son interview, il se discrédite lui-même. Alors c'est un peu curieux, la façon dont il a démissionné. En cours de rédaction du rapport, il aurait pu aller jusqu'au bout de son rapport, qui de toute façon était connu d'avance. Donc, et il a effectivement caché le fait qu'il a travaillé pour l'OLP, ce qui aurait dû, disons, un conflit d'intérêts dès le départ. Donc il aurait dû lui-même, je dirais, invalider sa propre candidature. Donc je crois que c'est pas très honnête. Et là, finalement, Israël s'en sort plutôt bien. Autre grand titre, c'est peut-être le grand titre du jour, Maurice. Israël, l'exécution du pilote jordanien. Une horreur barbare, titre le quotidien. Israël cherche la formule pour décrire l'exécution du pilote jordanien par Daesh. Horreur et barbarie, vous le voyez, ce sont les mots qui reviennent. Alors le quotidien écrit décapitation, défenestration, viol collectif. Pour les barbares de Daesh, ce n'est pas suffisant. Hier, ils se sont surpassés et ont battu un record dans l'horreur. Le pilote jordanien, vous l'avez vu, on le voit sur les images, a été brûlé vif, enfermé dans une cage. Et puis, il faut jeter un coup d'œil sur cet éditorial de notre collègue Boaz Bismuth. Il n'est plus possible de dire « Nous ne savions pas », écrit Boaz. Le message pour le royaume hachémite est sans équivoque. La Jordanie est notre prochain objectif, affirme ainsi l'État islamique. Alors, ce n'est plus le seul problème de la Jordanie, écrit Boaz Bismuth, mais chacun d'entre nous, nous savions et nous n'avions et on ne peut pas dire que nous n'avions pas vu. Alors sur cette même histoire, le Jordan Times revient sur les déclarations du roi Abdallah qui a quitté prématurément les États-Unis pour rentrer dans le pays. Alors stupeur, colère et tristesse, ce sont les mots qui peuvent caractériser les réactions dans la presse régionale provoquées par ce qui est nommé par le roi Abdallah de Jordanie le martyr de notre brave pilote. Le Jordan Times publie à la une le communiqué télévisé du souverain hachémite qui montre que le message de Daesh a bien été compris en Jordanie. Le brave pilote Mouad Kassabeh, mort dans la défense de la foi de sa patrie et de la nation, et a rejoint les autres martyrs qui sont tombés pour le bien du pays, a déclaré le souverain. En ces temps difficiles, il est du devoir de tous les citoyens d'unifier leur rang et montrer le vrai caractère du peuple jordanien quand il est confronté à des difficultés et des désastres. Voilà, et Al Jazeera revient sur la riposte jordanienne. Oui, Al Jazeera affirme que la Jordanie exécute ce matin à l'aube des détenus en réponse au meurtre du pilote Mouad Kassabeh par l'État islamique. 2 Irakiens, Sajida El-Rishawi, une soi-disant femme kamikaze, affirme, c'est le quotidien qui le dit, et Ziad El-Karbouli ont été les premiers prisonniers à être envoyés à la potence. 5 autres individus condamnés à mort pourraient également être exécutés, affirment les autorités jordaniennes.
jordanienne citée par Al Jazeera. Les condamnés avaient été déplacés à Al-Souaka prison où les exécutions en Jordanie sont généralement effectuées. La réponse de la Jordanie sera fracassante, a déclaré le ministre jordanien de l'Information à Al Jazeera. Voilà, le Turc Zaman a choisi lui aussi de revenir sur l'exécution de cette irakienne. Montre à la une la photo de cette Sajida Rachawi, une irakienne condamnée en Jordanie pour un attentat suicide en 2005 à Amman qui avait coûté la vie à 60 personnes. Alors ce qui est intéressant, affirme le Zaman, c'est que Sajida Rachawi avait été proposée comme monnaie d'échange en contrepartie de la libération du pilote jordanien. Alors un marché de dupes, demande Zaman, et d'autres médias d'ailleurs au Proche-Orient, qui affirment que l'exécution a eu lieu il y a un mois et que la Jordanie le savait. 3 autres militants islamistes vont également être exécutés, ajoutent des sources policières au journal koweïtien. Voilà pour la réponse jordanienne. On termine par l'Égypte où la tension reste vive ce matin à la frontière avec Gaza. Un autre front pour l'État islamique, l'Égypte, le Sinaï, un nouveau front également pour les djihadistes. L'Égypte Independent rapporte que les forces armées égyptiennes ont ouvert le feu hier en direction de la bande de Gaza. Apparemment une riposte à l'explosion d'un engin piégé au passage d'une unité égyptienne en patrouille sur la frontière avec Gaza, un scénario qu'on connaît très bien en Israël. Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, affirme que ses positions ont été visées par les forces égyptiennes. Attaque surprise et injustifiée, affirme un porte-parole de cette organisation. En tout cas, on ne note aucune victime des deux côtés. Et justement, pour parler de ce qui se passe dans le nord du Sinaï, il faut revenir sur cette interview accordée par le président égyptien Al-Sisi. Alors, Al-Akhbar cite abondamment Al-Sisi et analyse le discours d'Al-Sisi après les dernières attaques sanglantes dans le nord du Sinaï. Pour la première fois, écrit Al-Akhbar, Al-Sisi a souligné l'importance de définir une nouvelle approche, assurer un développement durable dans une zone historiquement marginalisée par les pouvoirs égyptiens, a avoué Al-Sisi. La tâche a été confiée au nouveau commandement militaire. Alors, Al-Akhbar écrit, Al-Sisi sait parfaitement manipuler les sentiments de l'opinion publique. Il a demandé il a relancé un appel aux médias qui doivent soutenir le moral de la population égyptienne et surtout respecter les règles de la censure militaire dans la guerre menée contre les djihadistes. Voilà pour les titres des journaux de notre région. Maurice, merci. Vous restez avec nous. On va en revenir. On va reparler de cette histoire à présent. C'est le gros titre de la matinée. C'est la Jordanie qui a décidé, on l'a dit, en riposte, à exécuter ce matin cette djihadiste irakienne réclamée, vous l'avez expliqué, par l'État islamique, peut-être dans une négociation de dupes. Et effectivement, riposte à cette vidéo diffusée hier sur les réseaux sociaux qui montre comment Daesh a brûlé vif ce pilote jordanien retenu en otage. Le point d'image et on en reparle juste après. Nouveau palier dans l'horreur. Sur des images insoutenables, on reconnaît parfaitement le pilote jordanien capturé en décembre, mis dans une cage et brûlé vif. L'État islamique avait dit ces derniers jours qu'il laisserait la vie sauve au pilote si Amman relâchait une djihadiste irakienne. Mais les autorités jordaniennes réclamaient d'abord des preuves de vie de leur pilote. Ce mardi soir, les Jordaniens sont sous le choc. Nous sommes tellement tristes pour Mohamed Al-Kazazbeh et honnêtement, je le considère comme un héros, un martyr. Nous sommes très fiers qu'il défendait le pays et nous sommes tristes pour sa famille. Et nous sommes aussi sa famille. Alors que la Maison-Blanche a indiqué que les services de renseignement américains travaillaient pour confirmer l'authenticité de cette vidéo, le président Barack Obama s'est aussi exprimé ce mardi. Il s'agit d'une nouvelle indication de la cruauté et de la barbarie de cette organisation. Et je pense que la coalition internationale redoublera de vigilance et de détermination afin de nous assurer que l'organisation soit combattue et détruite. Selon la télévision officielle jordanienne, la mort du pilote remonterait au 3 janvier, une déclaration semblant montrer qu'Amman était déjà au courant de son exécution. Voilà, on l'a dit, ce matin, cette djihadiste irakienne a été exécutée par la Jordanie. Michael Bardui, ça vous inspire quoi, cette riposte jordanienne ? Écoutez, je pense que là, il y a plusieurs niveaux. La première chose, c'est qu'il faut savoir que les pilotes en Jordanie appartiennent tous à des grandes familles. Les familles, en général, ce qu'on pourrait appeler la noblesse, ou en tout cas l'aristocratie en Jordanie. Donc c'est quelqu'un qui est très proche du roi. Donc là, il faut s'attendre à une réplique qui va être probablement sans merci. Je crois que les Jordaniens, aidés aussi par Israël, il faut le savoir, ont parfaitement conscience du danger, que ça fait déjà de nombreux mois qu'ils demandent de l'aide à l'Occident
ils l'ont obtenu de façon assez modérée, que maintenant il y a une prise de conscience probablement, mais que tout ça est aussi le résultat des atermoiements de Barack Obama dans l'intervention face à ces islamistes. Encore une fois, il y a un double langage chez le président Obama, et ça a été extrêmement dangereux. Au moment de la Syrie, on attaque une fois Assad. Disons, les calculs géopolitiques des États-Unis et de l'Occident n'ont pas été clairs dès le départ. Et aujourd'hui, on se trouve en plein dans cette surenchère, je dirais, entre Al-Qaïda et les islamistes de Daesh, qui ne sont pas les mêmes, et qui sont donc dans un processus de surenchère terroriste. Et s'il n'y a pas une réplique claire avec, je dirais, des intérêts stratégiques, pensés, réfléchis et coordonnés de tout l'Occident, on va vers encore plus d'horreur. Israël en est parfaitement conscient depuis très longtemps. Peut aller l'Occident. Il est vrai que les mesures, pour le moment, de cette coalition internationale restent superficielles. Ces frappes aériennes ne font pas franchement effet. Mais jusqu'où peut aller un Obama ou un Hollande? Ils ne peuvent décemment pas aller chercher les terroristes jusque dans les chiottes pour ne viser personne. Il faut malgré tout qu'il y ait une intervention beaucoup plus efficace. Alors on a compté sur une alliance avec l'Iran, mais encore une fois, l'Iran, c'est un partenaire sur le terrain qui peut avoir une certaine efficacité. Il faut que, d'un autre côté, que le problème du développement du programme nucléaire soit réglé. Or, ces négociations sont en train de ne pas avancer, de ne pas progresser, pour différentes raisons. Et l'Iran essaie d'exploiter de façon extrêmement cynique son intervention dans la région. Donc, il va falloir que l'Occident passe, je dirais, une vitesse supérieure. Est-ce qu'on n'est pas dans une guerre des symboles plutôt qu'une guerre sur le terrain? On le voit avec ces mises à mort, avec ces exécutions. On est dans une guerre de valeurs. On est dans une guerre de valeurs. Ah, c'est ça le problème? C'est le clash des civilisations? Moi, je pense que c'est une autre interprétation de l'histoire qui date depuis 20 ans. Aujourd'hui, nous sommes dans un vrai problème. Ou bien on considère que le terrorisme est quelque chose qui est endémique et qui fait partie, je dirais, d'une situation liée à la précarité sociale et à d'autres choses, et donc on déresponsabilise tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre ses responsabilités. C'est là où je dis qu'il y a un problème de valeur, c'est que le terrorisme, ce sont des actes qui sont commis par des individus qui prennent les responsabilités. Et donc, il faut d'abord aller vers ces individus et les mettre devant leurs responsabilités, à savoir les combattre de façon directe, pas en essayant de nous expliquer, comme vous dites, le choc des civilisations. Ça, c'est très bien pour des gens comme moi dans les universités. Mais les gens qui sont des universitaires... L'Occident n'a pas envie de prendre ses responsabilités, c'est ce que vous nous dites? L'Occident, et encore, je l'ai lu récemment dans des articles dans la presse française, après Charlie Hebdo, après l'hypercacher, on nous explique, il y a, si vous voulez, un paradigme sociologique qui domine la pensée occidentale aujourd'hui. Et ce paradigme sociologique explique finalement que les personnes ne sont pas responsables, mais ils sont des victimes. Donc lorsqu'on confond bourreau et victime, on se retrouve dans la situation qui nous permettrait de nous expliquer que les nazis n'ont rien fait parce que finalement c'était le résultat d'une situation liée à la crise de 1929. Bon, on connaît toutes ces explications de l'histoire. Il n'empêche que pour vaincre les nazis, il a fallu des armées et il a fallu écraser le nazisme. Donc, il faut y aller plus fort, c'est ce que vous dites. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Nous avons affaire à une idéologie qui n'est pas seulement le terrorisme, c'est une idéologie totalitaire qui a pour but d'écraser la démocratie, d'écraser les valeurs qui représentent l'Occident, et donc il faut vaincre ce terrorisme. Avec des valeurs qui seraient même non démocratiques? Écoutez, la démocratie n'a jamais été une garantie pour quoi que ce soit. En Allemagne, les nazis, je vous le rappelle, ont été élus démocratiquement. Alors, ne me faites pas croire que demain, on pourrait appliquer dans un pays comme la France la charia si la majorité décidait d'appliquer la charia. Ce pourquoi les Juifs sont attaqués et ce pourquoi Israël est toujours en première ligne, c'est parce que dans la conception du judaïsme, il y a des lois qui sont des lois écrites et aussi des lois non écrites qui sont au-dessus de l'histoire. Et la démocratie ne peut pas renverser certaines lois fondamentales comme celle de « tu ne tueras point », par exemple. Donc il faut quand même que ces lois-là restent au-delà de l'histoire et ce n'est pas un régime démocratique qui va les garantir. On ne pourra pas combattre le terrorisme sans porter atteinte à certaines libertés. Encore une fois, il ne s'agit pas d'annihiler ou d'abroger toutes les libertés existantes, mais à un moment ou un autre, il va falloir arrêter ces terroristes, non pas après, comme on l'a vu en France lors des attentats qui ont eu lieu, mais en amont. Alors, si on sait que quelqu'un, et c'est la loi juive bien connue, celui qui vient te tuer, tue-le avant.
Voilà, alors, comment tenter de mettre la main sur ces terroristes en amont? C'est la question justement qu'on va se poser et elle refait surface avec cet attentat hier devant ce centre communautaire juif de Nice. Vous le savez, les 3 militaires blessés à l'arme blanche hier après-midi assuraient donc la sécurité devant un immeuble qui abritait le consistoire juif de Nice, Radio Shalom et une autre association juive. Et seulement voilà, c'est là où le bas blesse, l'assaillant était fiché, connu des services de renseignement. Il avait même été entendu par les services de renseignement il y a une semaine à peine. On revient sur les faits avec Leslie Rezoug et on en parle juste après. Il est un peu plus de 14 h ce mardi devant le centre communautaire juif de Nice quand Moussa Koulibaly attaque 3 militaires au couteau. C'est la première attaque depuis le renforcement drastique du plan Vigipirate après les attentats au siège de Charlie Hebdo et dans le supermarché Cacher, porte de Vincennes. En début d'après-midi, l'homme prend le tramway en compagnie d'un complice en direction du centre-ville. Contrôlé sans ticket, il paie son amende sans sourciller. Parvenu devant le bâtiment qui abrite le consistoire de la ville, une radio communautaire et une association juive, il crie « Je suis 100% Koulibaly » avant d'attaquer l'un des 3 militaires. Une revendication qui le place dans la lignée du terroriste de l'Hypercacher. Armé de 2 couteaux, Moussa Koulibaly se rue sur l'un des 3 militaires en faction. Donc un militaire a été agressé à l'arme blanche alors qu'il patrouillait sur l'avenue Jean Médecin. À l'occasion de son interpellation qui a été faite grâce à un Niçois qui passait par là, un passant qui a maîtrisé l'agresseur aidé par 2 agents de contrôle du tramway et la police municipale. Il a en se débattant blessé 2 autres militaires qui étaient venus au secours de leurs camarades. L'auteur des faits a été interpellé, il est entre les mains de la police nationale. Et Moussa Koulibaly devrait bientôt être entendu. L'homme qui l'accompagnait aurait également été interpellé. De leur côté, les militaires ont été transférés à l'hôpital. Malgré des blessures relativement profondes, leurs jours ne sont pas en danger. Selon les médias français, l'agresseur est bien connu des services de police, notamment pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et vol aggravé. Il aurait par ailleurs été refoulé de l'aéroport d'Istanbul la semaine dernière et aurait été entendu par la DGSI à son retour de Turquie. Le parquet antiterroriste s'est également saisi de l'enquête. Depuis les attentats de l'Hypercacher, les bâtiments confessionnels sont étroitement protégés par des militaires. Une volonté du gouvernement pour tenter de juguler la menace djihadiste grandissante. En tout, c'est près de 5800 hommes qui sont déployés sur les sites dits sensibles, dont de nombreuses institutions juives. Et on retrouve depuis Paris notre analyse Christian Mallard. Bonjour Christian, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors on l'a dit, Moussa Koulibaly était fiché, connu des services de renseignement, comme l'étaient les frères Kouachi et Amédi Koulibaly également, mais rien juridiquement ne permettait de les arrêter en amont. Est-ce que vous pensez qu'il est temps que la France prenne des mesures exceptionnelles, décrète une sorte d'état d'urgence? Je pense que vous avez raison. La réponse est oui. Je pense qu'il est temps de prendre les mesures qui s'imposent. J'entendais encore, il y a quelques minutes, le ministre français de l'Intérieur, M. Bernard Cazeneuve, dire on est face à un terrorisme de libre accès. Un terrorisme de libre accès. Moi, je veux bien, mais enfin, je note, et vous y faisiez allusion à l'instant, que les frères Kouachi, on les avait repérés, on savait qui ils étaient, mais on ne les a pas empêchés de passer à l'action. Alors moi, je pense que le véritable problème qui se pose aujourd'hui, et Manuel Valls, le Premier ministre, qui avait fait allusion il y a quelques semaines, après la tragédie que nous avons connue le 7 janvier dernier, il faut, je pense, changer la loi. Il faut des mesures préventives. Il faut empêcher ces gens-là de passer à l'action. Or, encore une fois de plus, on voit bien qu'il y a des failles dans le système. Hier, Moussa Koulibaly, qu'on savait dangereux, qu'on savait peut-être qu'il faisait même du prosélytisme religieux pour l'islam radical, est passé à l'action. Donc il y a quand même une faille dans notre système et il faudrait peut-être que Mme Taubira, le ministre de la Justice, accepte de prendre les mesures drastiques qui s'imposent. Alors, un mot également dans le contexte de ce que vous dites sur le profil de Moussa Koulibaly. Il a le même profil que les autres agresseurs dont on a parlé, les frères Kouachi et Amédi Koulibaly également. Endoctrinement en prison, délinquance, radicalisation intégriste ensuite. Et il y aurait des milliers, voire des dizaines de milliers de profils comme ça, toujours en France. Comment est-ce qu'on arrête ce cycle infernal ? Écoutez, moi, ce qui m'étonne, c'est que nos services, la DGSI, la DCRI, des gens très compétents.
ont des informations depuis longtemps, depuis de longues années. On sait où sont les cellules islamistes dans notre pays. Je crois qu'on a eu l'occasion, Barbara, vous et moi, d'en parler maintes fois dans la session du matin. On sait où ils sont localisés. La question est de savoir, c'est pourquoi on ne passe pas à l'action, encore une fois, pourquoi on ne passe pas à la prévention pour éviter le pire, pour éviter le passage à l'acte. On a toutes les informations nécessaires. Donc chaque fois, on a l'impression qu'on tombe dans ce piège et qu'il faut attendre, parce que la loi le dit, qu'il faut attendre d'être pris en flagrant délit. Donc nous avons un véritable problème et nous savons que nous sommes en guerre. Je crois, le Premier ministre Manuel Valls l'a dit, jamais la France n'a été autant menacée par le terrorisme. Nous sommes en guerre contre l'islam radical. Nous sommes en guerre contre les islamistes, donc il faut agir. C'est vrai que nous avons à peu près 1232 ou 82 djihadistes qui sont dans le pays, qui vont, qui viennent. Donc je pense qu'une fois de plus, l'exemple de Nice va peut-être inciter les autorités à prendre des mesures beaucoup plus fermes. C'est ce dont on manque dans ce pays. Merci beaucoup, Christian Mallard, d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Barbara. Et on va retrouver depuis Jérusalem notre correspondant politique, Daniel Haïk. Daniel, bonjour. Christian Mallard parlait à l'instant de la nécessité de prendre des mesures d'urgence. Et Israël a répondu déjà il y a de nombreuses années à cet équilibre délicat entre état de droit d'une part et état d'urgence de l'autre côté. Oui, effectivement, l'État d'Israël qui est confronté au fléau du terrorisme depuis de nombreuses années a justement tenté au fil des ans de trouver cet équilibre entre l'état de droit qu'il est et l'état d'urgence dans lequel il se trouve. Cela s'est traduit par de multiples exemples. Je peux vous en donner un. Il y a cette fameuse barrière de sécurité qui a été érigée à partir de 2003 à la suite de la vague d'attentats pendant la seconde intifada. Cette barrière de sécurité a suscité, la construction de cette barrière a suscité de très vives critiques de la part d'ONG qui prônaient la défense des droits de l'homme, des Palestiniens en particulier. Et en fait, on a remarqué au fil des ans que la construction de cette barrière s'est prolongée à la suite de recours déposés par des Palestiniens. Et la Haute Cour de justice a dû justement trouver le juste équilibre entre les besoins sécuritaires, parce que l'objectif de cette barrière était de protéger la population, d'empêcher les terroristes de rentrer à l'intérieur du territoire israélien, et les droits de l'homme, les droits du citoyen, qu'il soit citoyen même de l'État d'Israël ou non, c'est-à-dire les droits des Palestiniens. Et donc la Cour de justice a dû trouver ce juste équilibre. Et il faut préciser, cela n'est pas à mentionner d'emblée, mais que lorsqu'il y a des opérations militaires israéliennes comme celle qui s'est produite l'été dernier dans la bande de Gaza, l'opération Bordure Protectrice, eh bien derrière les unités de combat de l'armée israélienne, il y a des juristes, militaires qui valident avant chaque opération, avant chaque attaque, qui valident cette attaque et affirment qu'elle est conforme au droit international ou au droit de l'État d'Israël. Cela veut dire qu'il y a effectivement un besoin de prendre certaines mesures qui sont des mesures propres à un État qui est en conflit, armé, en conflit depuis de nombreuses années avec le terrorisme, et c'est ce qu'essaye de faire l'État d'Israël. Et peut-être que d'une certaine manière, la France, dans la conjoncture dans laquelle elle se trouve à l'heure actuelle, pourrait prendre conseil auprès de l'État d'Israël pour essayer de trouver justement cet équilibre entre état d'urgence et état de droit. Daniel, un mot de la communauté juive de France. On peut évidemment logiquement en déduire que Moussa Koulibaly visait ces institutions juives dans le cœur de Nice. Et les juifs de France se trouvent finalement face à un dilemme depuis le début de ces attentats. Continuer une vie juive normale, quotidienne, ou alors rester cloîtré chez soi et prévoir, organiser un départ de la France, notamment pour Israël. Vous comprenez ce dilemme ? Oui, il y a effectivement ce dilemme, il est très palpable au sein de la communauté juive de France. Je parlais hier soir avec le président de la communauté juive de Nice, Maurice Nidam, qui m'a expliqué que, en dépit des dispositifs de sécurité qui ont été renforcés donc à la suite de l'attaque d'hier, eh bien la communauté juive avait l'intention de se réunir hier soir pour fêter le Nouvel An des Arbres. C'est une fête du calendrier hébraïque qui tombe aujourd'hui, et donc de tout faire pour ne pas que le
cours normal de la vie de la communauté ne soit pas perturbé. C'est l'avis de certains. Et puis il y a d'autres responsables, y compris des responsables communautaires, qui affirment que d'une certaine manière, la situation devient de plus en plus difficile, de plus en plus inquiétante. Et ils préparent effectivement, ils envisagent un départ ou vers Israël ou vers d'autres destinations. Il faut comprendre que cette situation, ce plan Vigipirate qui a été déclenché après les attentats du début du mois de janvier à Paris, eh bien, s'il devait s'arrêter, eh bien, cela créerait un véritable problème pour de nombreuses familles, des milliers de familles juives, par exemple, dans les écoles juives. Comment imaginer que des enfants juifs puissent aller dans des écoles sans avoir la protection rapprochée de ces militaires qui ont été adoptés par la communauté au cours des dernières semaines. Donc, effectivement, il y a un véritable dilemme, un véritable problème, un véritable débat au sein de la communauté juive de France actuellement. Daniel Haig depuis Jérusalem, merci d'avoir été avec nous ce matin. Michael Barzvi, les Juifs de France ont raison de craindre l'après-Vigipirate, ce lendemain où ces militaires ne seront plus là? De toute façon, les Juifs doivent faire leur aliyah par choix et non pas par peur. Donc je pense qu'une aliyah qui serait sous le coup de la panique, ça n'est jamais une très bonne aliyah. Il faut choisir de faire son aliyah et donc il faut mettre le gouvernement français, la République française devant ses responsabilités. Cela dit, je peux comprendre le traumatisme d'enfants qui aujourd'hui ont dans leurs écoles des militaires qui sont non pas seulement devant l'école, mais dans l'école, qui dorment dans les écoles et qui donc font partie de la vie scolaire. Ça n'est pas une vie scolaire normale. Même en Israël, lorsque nous avons affaire à des événements graves, nous n'avons rarement vu des situations aussi traumatisantes pour des enfants. Donc je crois qu'il faut que les Juifs de France réfléchissent à leur avenir, mais ils ne doivent pas réfléchir sous le coup de la panique ou de la peur. Maintenant, la question est la façon dont l'opinion publique française gère, cette situation d'après-attentat. Or, aujourd'hui, le débat qui se déroule en France porte sur la laïcité, porte sur la liberté, porte sur éventuellement la responsabilité qu'aurait la société française dans la mauvaise intégration. Ce sont des mauvaises questions, d'après vous? Aujourd'hui, ce sont de très mauvaises questions. Quelle est la question que doit se poser la France? Écoutez, il y a un problème avec l'islam radical. Ce n'est pas à nous de décider au sein de l'islam qui est modéré et qui ne l'est pas. D'ailleurs, je ne sais pas ce que veut dire le mot modéré, mais en revanche, je sais ce que veut dire quelqu'un qui prend une arme ou qui passe à l'acte. Toute la question du passage à l'acte que vous avez évoqué est une question fondamentale. Le passage à l'acte, lorsque quelqu'un, même s'il est fou, passe à l'acte, c'est différent de ne pas passer à l'acte. Et là, il y a un vrai problème. Lorsqu'on attaque d'abord des policiers ou des militaires, on s'attaque à la loi, on s'attaque à quelque chose qui représente la loi. Donc là, il y a une déclaration de guerre, et donc par rapport à ça, il ne faut pas se contenter d'explications sociologiques. Merci beaucoup Michael Barzvi, merci Maurice. Vous restez avec nous, on parle après un nouveau journal de la Grèce qui est lancée dans une course contre la montre pour renégocier les termes de son accord financier avec ses créanciers. Une réunion importante aujourd'hui à Bruxelles. On est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. Nous sommes toujours en compagnie de Michael Barzvi. Merci d'être resté en notre compagnie. Et bonjour à Betsabé. On passe en revue avec vous les grands titres de la presse internationale ce matin. Et vous vous êtes arrêté tout d'abord sur l'agression de Nice. Oui, surtout grand titre en France. Alors on peut se demander si la presse ne serait pas critique à l'égard de renseignements français. C'est en tout cas l'impression que donne d'emblée le titre du Monde ce matin, ou plutôt cette question lancée: le profil de l'agresseur était-il indétectable, sauf qu'effectivement, il semblerait que la France soit décidément confrontée à une nouvelle menace. C'est le terme employé par Le Monde qui explique ce genre de petits délinquants. Il y en a tant des jeunes au parcours erratique, sans être inquiétant, pour autant sans connexion connue avec des cercles djihadistes qui décident un jour de brandir un couteau de cuisine. C'est néanmoins l'occasion pour le journal de se demander quels sont les moyens de l'antiterrorisme en France. Alors Le Monde nous
nous assomme tout à coup d'une série de chiffres, des hommes, des budgets dont on émerge avec cette impression qu'il y a une sacrée armada pour prévenir les attentats. Et enfin, cette chute de l'article. Il y a effectivement des attentats de grande envergure qui ont été déjoués, comme l'avait argué, on s'en souvient, François Hollande, au lendemain des attentats de Charlie Hebdo. Voilà pour cette affaire. Allez, on reste en France avec un procès plutôt étonnant. Il ne s'agit même pas de celui du Carlton. Non, il ne s'agit pas de celui du Carlton. C'est celui bien plus discret qui a néanmoins attiré l'attention de la presse de 3 jeunes sur lequel revient le Figaro, des squatteurs de la région de Montpellier, au sud de la France, habitués de la récupération alimentaire. Il s'agit de Frigane. Ce sont des gens qui refusent la maltraitance des animaux, l'économie de marché conventionnelle. Frigane. D'accord. En fait, vegan. Voilà. C'est un mix des deux. Okay. Alors, ils ont été jugés pour avoir volé en fait de la nourriture dans les poubelles d'un supermarché. Ils ont été poursuivis pour, je cite, soustraction de denrées périssables à date de péremption dépassée, soit du vol. On a bien compris que les produits étaient périmés, néanmoins. De quoi rappeler le scénario du récent film Disquinte de Jean-Louis Julien Petit, pas facile, donc nous rappelle le Figaro. Donc 2 jeunes de 24 et 32 ans et un 3e homme. Ils ont garé leur camionnette, ils ont escaladé les barrières du supermarché de Frontignan et ils ont rempli quand même 7 sacs de 100 litres. Verdict, ils ont été reconnus coupables mais dispensés de peine. Une histoire qui finit presque bien. Direction la Côte d'Ivoire, il est question de disparition d'enfants. Voilà, RFI nous parle de rumeurs qui affolent en Côte d'Ivoire, d'autant qu'un phénomène de rapt, de meurtre d'enfants se développe depuis quelques mois en Côte d'Ivoire, phénomène contre lequel Abidjan s'est donné des moyens pour lutter. 1 million d'interpellations, des cybercafés fermés à partir de 21h, 1500 hommes, 5 numéros de téléphone verts, sauf que le gouvernement ivoirien doit se battre en fait sur un double front et c'est ça qui a attiré l'attention de RFI. Deuxième front, ce sont des rumeurs terribles, une psychose qui mène à des lynchages, à des mouvements de foule. On compte ainsi 33 cas de fausses rumeurs. Ce nombre est même plus élevé que les cas d'enlèvement eux-mêmes, a déclaré ce lundi le ministre de la Défense ivoirien. Mauvaise ambiance. Vent de panique en Côte d'Ivoire. On se tourne vers le Royaume-Uni ce matin aussi avec vous, avec, me dites-vous, des bébés bientôt à 3. À 3, voilà. 2 femmes et un homme. Ce n'est pas un film de Godard, Barbara, c'est la nouvelle loi qui a été votée hier par la Chambre basse qui permet la fécondation in vitro à partir des ADN de 3 parents. La BBC se vante, le Royaume-Uni devrait être le premier pays à permettre la création d'un bébé à partir de 3 personnes. Donc, alors l'objet de cette loi qui devrait passer d'ailleurs à la fin du mois sans grande difficulté à la Chambre des Lords et explique Courrier International une technique visant à éviter la transmission de maladies au bébé en remplaçant en fait une partie de l'ADN de l'ovocyte, la mitochondrie, par celle d'une autre femme. Donc vous avez finalement 3 parents. Alors bien sûr, certaines voix conservatrices, religieuses ont tenté d'empêcher la législation, mais sans succès. Et aujourd'hui, le Guardian, parmi d'autres, crie presque victoire, soulignant le caractère historique de ce vote. Voilà, cette loi qui est donc passée. Cette loi qui est sur le point de passer, elle va être confirmée, elle va passer sans grande difficulté à la fin du mois. Allez, pour finir, on reste au Royaume-Uni avec des conseils pour les messieurs. Oui, et le Télégraphe se propose d'aider votre conjointe, partenaire, amante à mieux dormir. Comment ? En vous donnant quelques astuces pour ne plus ou moins ronfler. Barbara, pourquoi je m'adresse aux hommes ? Parce qu'ils seraient, à en croire le quotidien britannique, 2 fois plus que les dames à meubler le silence quand ils dorment. Alors tout d'abord, selon une étude publiée cette semaine qui nous vient de l'université de Toronto, qui a donc été reprise par le Télégraphe, les chaussettes de contention seraient extrêmement utiles. Donc on est plus sexy en ronflant moins, mais on est moins sexy avec ces chaussettes de contention. Je suis intéressée par ces conseils, Michael Barnier. Non, je crois d'ailleurs que pour ne pas ronfler, il faut maigrir. Ah bon, voilà, donc ok. Alors ça sera le type, voilà, votre type à vous. Alors le Télégraphe n'a pas retenu celui-là. On a retenu aussi la balle de tennis accrochée au t-shirt par derrière. Comme ça, ça empêche le monsieur de se mettre sur les dos. Forcément, c'est pas très agréable avec une balle de tennis. Parce qu'effectivement, on ronfle plus sur le dos. Parce qu'effectivement, on ronfle plus sur le dos. Vous avez les leçons de chant. Pourquoi ? Parce qu'elles musclent les muscles de la langue, les palais, le nez, etc. Même si cela reste approuvé, nous dit le Télégraphe. Vous avez le bon gros scotch sur la bouche.
bouche, comme quoi le Télégraphe s'est amusé aussi apparemment. Ou enfin, maintenir vos oreillers propres. Pourquoi ? Parce que tous les allergènes, les mites et autres arcariens, ça vient perturber aussi le sommeil, ça vient provoquer des ronflements. Conclusion, vu que c'est difficile de nettoyer des oreillers, eh bien achetez-en des nouveaux tous les 6 mois. Des oreillers ? Et aussi ne pas dormir. Ça peut aider, effectivement. Voilà, merci pour ces petits conseils du matin. Betsabe, vous restez avec nous. On parle de la Grèce à présent. C'est moins drôle que les ronflements. La Grèce, qui, vous le savez, est lancée dans une course contre la montre pour tenter d'alléger la dette de son pays envers ses créanciers. Son ministre des Finances est en tournée européenne. Il est attendu aujourd'hui à Bruxelles pour une réunion extrêmement importante à la BCE avec Jean-Claude Juncker. Yanis Varoufakis a tenté tout au long de la semaine de rassurer ses partenaires européens. Je vous propose de l'écouter. Mon message à nos amis allemands et en fait à tous les Européens est le suivant. Il n'y aura pas de bataille parce que nous ne sommes pas en train de faire cela de manière conflictuelle. C'est comme ça que les journalistes aiment dépeindre la situation comme une sorte de confrontation Est-Ouest, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a aucune raison fondamentale qui pose problème aux banques. La seule chose que nous devons faire en tant que politiciens en Europe, c'est que nous devons tous descendre nos nerfs d'un cran et nous devons créer un engagement commun pour travailler ensemble en tant que politiciens. Et c'est ce qui créera les conditions d'une stabilité de la zone euro. Michael Barzvi, est-ce que l'Europe, la Grèce, tous les partenaires n'ont rien voulu voir jusqu'ici et ils ont tous attendu d'être mis finalement au pied du mur avec cette élection et ce nouveau gouvernement ? Mais je crois que c'est comme dans la revue de presse de Betsabe, c'est-à-dire que tout commence à la fécondation. C'est-à-dire que dès le départ en Europe, on a mis des pays avec de fortes inégalités dans une même zone. Et il est évident que l'économie de la Grèce n'est pas l'économie de l'Allemagne ou de la France ou du Royaume-Uni. Et donc, dès le départ, les dés étaient pipés, si vous voulez. Ensuite, on a laissé s'instaurer une dette depuis les Jeux Olympiques. On connaît le fonctionnement de la Grèce, le fait que les gens ne payent pas beaucoup d'impôts en Grèce et qu'il y a énormément toute une économie parallèle. Et donc, on a laissé s'instaurer cette dette. Maintenant, on a face à la Grèce, je dirais, la montée d'une forme de radicalisme qui est toujours dangereux. Et on sait ce qui se passe dans les pays occidentaux lorsqu'il y a une montée des idéologies radicales. Et ça pourrait profiter à des mouvements populistes. Et on a bien vu d'ailleurs qu'en Grèce, le soutien que Marine Le Pen, l'extrême droite, apporte à l'extrême gauche. Donc quelque part, le phénomène, la contagion qui pourrait se passer par exemple en Espagne et peut-être même en France avec la montée de ces idéologies radicales en disant finalement les règles, il faut changer les règles. Alors c'est vrai que toute l'affaire de l'Europe était devenue extrêmement technocratique, extrêmement technique, avec des dossiers extrêmement compliqués. Personne aujourd'hui n'est capable de comprendre le problème de la dette grecque, qui n'est pas en fait une dette, mais c'est un millefeuille. C'est-à-dire que vous avez des dettes sur des dettes sur des dettes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez des dettes, qu'est-ce que vous faites ? Vous demandez un prêt supplémentaire. Et comme on ne vous donne plus de prêt supplémentaire, vous allez voir des gens privés qui vous donnent des... Donc aujourd'hui, les dettes, ce ne sont pas des dettes à l'égard des États. Les gens se trompent. Les dettes sont... La dette principale, c'est la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne, c'est tous les contribuables de l'Europe. Ce n'est pas seulement le FMI. Donc il y a des dettes vis-à-vis du FMI, des dettes vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne et également des dettes privées. C'est-à-dire que les gens, les banques aujourd'hui grecques, Alors là-dessus, tout le monde est d'accord sur cet aspect finalement insoutenable de la dette grecque aujourd'hui. Il va falloir la restructurer d'une manière ou d'une autre. Oui, alors c'est ce que propose Obama. Obama est très, très bien, il n'est pas impliqué financièrement, donc il dit une dette, ça peut éventuellement s'étaler. Ça ne peut pas s'annuler. Surtout lorsqu'il s'agit de dettes privées, je dirais, parce que ces dettes, elles sont essentiellement privées. Alors renégocier, étaler la dette, tout ça est possible. Ça, c'est très technique, mais ça suppose un certain nombre de sacrifices. Et donc, le sacrifice, les gens doivent comprendre qu'en Europe, le sacrifice ne va pas être seulement celui de l'État, mais il va être celui des contribuables. Et ça va probablement avoir un impact sur les impôts payés par les contribuables en Allemagne, en France ou ailleurs. Et déjà, on accuse les gouvernements de faire payer trop d'impôts. Donc, ça risque d'entraîner un mouvement de radicalisme en France, par exemple, et donc d'encourager encore une fois des mouvements populistes. Donc là, on est dans une spirale extrêmement dangereuse. D'ailleurs, je crois que les propos des Grecs
ils l'ont compris. Ils ont compris qu'ils ne devaient pas aller trop loin. Alors toutes les promesses de Tsipras et de ce nouveau ministre des Finances, je crois qu'ils vont un peu se calmer quand ils vont négocier. Justement, on va en parler avec notre correspondante à Athènes, Angélique Kouronis, bonjour. On l'a dit, le ministre des Finances est donc attendu ce mercredi à Bruxelles pour une réunion extrêmement importante, notamment avec Jean-Claude Juncker. Il va essayer de demander quoi, de convaincre les Européens de faire quoi exactement ? Bien, la première chose qu'il va demander, c'est du temps, puisqu'il veut avoir du temps jusqu'au 1er juin pour pouvoir proposer un plan qui est un plan extrêmement stable, extrêmement sophistiqué, qui notamment repose sur un échange de dettes dont le remboursement serait indexé sur la croissance, ce qui semble logique. On ne peut pas rembourser quelque chose si on n'a pas une croissance, si l'économie n'est pas capable de supporter cela. Ça, c'est la première des choses que va demander le gouvernement grec. Il y a aussi le Tsipras qui est également attendu à Paris. Donc, il va aussi demander un soutien, une alliance, non pas contre l'Allemagne, c'est pas spécifiquement dirigé contre un pays, mais une alliance pour faire passer en priorité une politique de croissance et ne pas donner la priorité aux toute austérité, parce que l'austérité, on l'a vu, en tout cas en Grèce, ces 5 dernières années, elle n'a pas du tout apporté les résultats escomptés. Un tiers de la population est sous le seuil de pauvreté, un tiers de la population n'a pas accès aux soins, un tiers est au chômage. Et cette croissance qui est tant attendue pourrait permettre à la Grèce, en temps et en heure, de rembourser ses dettes, mais pas de le faire maintenant, parce qu'on ne peut pas tondre à neuf, la population est à genoux, c'est plus possible. Alors justement, Angélique, 1er janvier, oui. À la lumière de ce que vous dites, quel est l'état d'esprit des Grecs une semaine après l'élection de ce nouveau gouvernement? Est-ce qu'il le soutient à 100% dans ce bras de fer avec les Européens qui pourrait également mal finir? C'est un scénario envisageable. Je ne pense pas que ce bras de fer, qui n'est pas vraiment un bras de fer, c'est une recherche d'alliance et c'est un renversement de la politique qui jusqu'à présent n'a pas porté ses fruits. Et Tsipras a reçu un soutien inespéré de la part d'Obama, un soutien inespéré de la part de plusieurs prix Nobel. Son accueil en Italie a été des plus chaleureux. Donc c'est pas vraiment un bras de fer. C'est un changement politique du point de vue du Syriza pour une meilleure Europe. Les Grecs sont extrêmement satisfaits. Un récent sondage indique que 70% d'entre eux soutiennent la politique et sont satisfaits de la politique menée actuellement par Tsipras. Les Grecs ne sont pas très pro-européens et c'est d'ailleurs quand le Syriza a changé sa politique, est devenu lui aussi extrêmement pro-européen et a prononcé son arrivage au sein de l'euro, qu'il a remporté le score qu'il a remporté dimanche dernier. Merci beaucoup Angélique Kouronis depuis Athènes. Est-ce qu'on est en train de comprendre finalement que le cas grec prouve la fin du modèle de la politique d'austérité? Vous parliez d'Obama, il l'a dit lui-même, il faudrait passer à une politique de croissance aujourd'hui pour rembourser ses dettes. Est-ce que se serrer la ceinture, comme l'ont fait les Grecs, est en train finalement de disparaître comme concept? Alors encore une fois, se serrer la ceinture, c'est probablement que non, parce que cette politique d'austérité, ça a été des coupes budgétaires, notamment sur les retraites et sur les allocations chômage, et donc quelque part les Grecs ont souffert de cette crise et qu'il est évident qu'il faut que la croissance reparte. Seulement, quelles sont les richesses? Pour qu'il y ait de la croissance, il faut qu'il y ait des richesses, il faut qu'il y ait une économie, il faut qu'il y ait une industrie. La richesse principale de la Grèce, c'est le tourisme. Donc il faut que la Grèce reste un pays ouvert au tourisme. Ce qui d'ailleurs suppose qu'ils vont garder de bonnes relations avec Israël puisqu'ils ont besoin de nos touristes. Ouais. Donc quelque part, je pense que cette relance de la croissance, elle est extrêmement importante et ça ne se fait pas en un jour et on ne peut pas abandonner comme ça une politique du jour au lendemain, tourner la page. Alors effectivement, je pense que lorsque le gouvernement annonce, ce que dit votre correspondante, ils soutiennent évidemment, puisque le gouvernement annonce un supplément de 200 € et des suppléments sur les retraites, donc quelque part tout le monde est content. Seulement, d'où vient cet argent? D'où va venir cet argent? Obama qui soutient le fait d'une économie peut-être plus juste, est-ce qu'il va mettre lui aussi la main à la poche? C'est ça la question. C'est ça la véritable question. Obama, de loin, donner des conseils, c'est très bien, mais il faut payer. Quelque part, cet argent doit venir de quelque part. Et l'économie grecque, aujourd'hui, c'est une économie, je dirais, les capitaux sont en train de partir de Grèce.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Mickaël Barbier. Merci Betsabé. À suivre, on parle de ce nouveau procès de plus de Dieudonné. Il sera devant les juges ce mercredi pour apologie du terrorisme. Tous les détails après un nouveau journal. Restez avec nous. Devant la justice ce mercredi, cette fois pour apologie du terrorisme. Alors vous en souvenez peut-être, mais le soir de la marche républicaine, début janvier, l'ancien humoriste avait publié sur son compte Facebook « Je me sens Charlie Koulibaly ». Myri, on connaît les démêlés de Dieudonné avec la justice, ils ne sont pas nouveaux, mais cette fois on l'a dit, c'est pour apologie du terrorisme qu'il comparait. Oui, alors c'est pas la première fois qu'il comparait pour apologie du terrorisme. Il y a déjà eu l'histoire, je ne sais pas si vous en souvenez, où il avait publié une vidéo sur Internet qui s'intitulait Feu Follet, du nom de James Foley, ce journaliste américain qui avait été décapité par l'État islamique, et où il disait que la décapitation symbolisait le progrès, que c'était l'accès à la civilisation. Là aussi, il est devant la justice. L'enquête est toujours en cours. On n'a pas encore les résultats de cette enquête. En tout, Dieudonné a été condamné à 9 reprises ces 10 dernières années pour incitation notamment à la haine, vous savez, pour des propos antisémites. Et dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, Dieudonné a donc affirmé sur les réseaux sociaux qu'il se sentait, on a dit Charlie Koulibaly, Charlie du nom du journal satirique victime de l'attentat, cible de l'attentat, et Koulibaly du nom de Amédi Koulibaly, le terroriste qui a sévi, qui a été responsable de l'attentat contre l'hypercacher à Paris. Alors pour le parquet, il s'agit clairement d'apologie du terrorisme. Alors pour l'avocat de Dieudonné, c'est pas tout à fait ça, on l'écoute. C'est la qualification qui est retenue pour les deux mots, à savoir le fait d'avoir accolé le prénom de Charlie, qui est le symbole de la liberté d'expression, et celui de Koulibaly, c'est-à-dire un terroriste. Lui, il a le sentiment qu'on le traite comme un terroriste, donc c'est pour ça qu'il a accolé ces deux noms. On va voir si on a besoin de plus d'explications à donner. Vous voyez, donc là, c'était en fait parce qu'il se sentait considéré comme un terroriste. C'est pour ça qu'il a fait. En tout cas, il a retiré assez rapidement. On note quand même dans ces sorties de Dieudonné un cynisme tout à fait effarant, mais il en joue un de ce cynisme peut-être, et aussi de ses procès à répétition, non ? C'est sa marque de fabrique, c'est sa publicité. C'est sa marque de fabrique, et en même temps, c'est ce qui lui permet de s'exprimer, puisque vous savez qu'il est boycotté dans les médias, notamment en France, et donc voilà, c'est une manière pour lui d'exister encore aujourd'hui, puisqu'on parle de Dieudonné uniquement quand il est devant la justice ou quand il sort ce genre de déclaration. C'est lui qui maîtrise la machine, selon vous, Maurice Ferrand ? Dieudonné ? Avec ses sorties cyniques et puis ses procès à répétition, il en joue du système. Je ne sais même pas s'il faut le prendre au sérieux. Je viens d'entendre ce que son avocat a déclaré. Je n'ai pas vraiment compris ce qu'il voulait dire. C'est évident qu'il joue la victime dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'il se considère réellement comme une victime. Donc le meilleur moyen, c'est d'avoir des sorties qui lui permettent de passer en justice et encore une fois de plus de montrer qu'il a été victime, qu'il a été condamné. Le fond du problème, on ne l'aborde jamais avec lui. Et il serait bien tant qu'un jour, il nous explique clairement ses positions sur les juifs, sur l'islam, sur l'antisémitisme. Mais pour le moment, c'est vrai que ça reste un peu du spectacle. Alors, on l'a dit, il comparait pour apologie du terrorisme, ce que la défense réfute. Ça veut dire quoi, apologie du terrorisme ? On risque quoi pour apologie du terrorisme en France ? Alors, apologie du terrorisme, la définition elle est assez vague. Finalement, ça dépend aussi de la police qui va enquêter sur certains faits d'apologie du terrorisme ou du tribunal chez qui va atterrir le dossier. En soi, apologie du terrorisme, ça veut dire rendre sous un jour favorable le terrorisme, le rendre positif, quelque chose de positif. Alors, sachez que depuis les attentats début janvier, la France a durci le ton. Plus de 257 affaires d'apologie du terrorisme ont atterri devant les tribunaux, en tout cas en cours d'enquête devant la police, dont 160 à peu près sont liées à d'autres infractions, que ce soit l'alcool, la drogue ou encore outrage à agent. Et il y a eu une quarantaine de comparutions immédiates. C'est inédit, c'est énorme, Barbara. Alors pourquoi comparution immédiate maintenant et pas avant, puisque l'apologie du terrorisme
terrorisme existe depuis avant, eh ben, sachez que la répression de l'apologie a été renforcée depuis novembre dernier, donc ça date d'avant les attentats. Dans cette lutte antiterroriste, eh ben, il y a eu la loi antiterroriste du 14 novembre 2014 qui fait glisser en fait l'apologie du terrorisme du délit de presse vers le pénal. Donc on n'est plus jugé en correctionnel comme c'était le cas par exemple pour Dieudonné dans l'affaire de Feu Follet. Aujourd'hui, il sera jugé devant un tribunal pénal puisque c'est devenu une infraction pénale. On risque 5 ans de prison pour apologie du terrorisme et jusqu'à 75 000 € d'amende. Et puis, il y a un fait aggravant qui peut mener jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. C'est si on utilise Internet, notamment une manière de communiquer par Internet et donc diffuser au grand public. Et on l'a vu, Dieudonné n'est pas un cas isolé. Barbara, il y en a eu d'autres, puisqu'on parle de 257 cas, comme cette affaire à Strasbourg qui a été jugée le 27 janvier dernier. Juste après les attentats, c'est un trentenaire qui poste, un Strasbourgeois qui poste sur son profil Facebook une photo d'une arme posée par terre avec comme écriture « Bon baiser de Syrie, bye bye Charlie ». Donc vous voyez, il a été arrêté mi-janvier en comparution immédiate. Il a plaidé une mauvaise blague, c'est en tout cas ce qu'a dit son avocat, on l'écoute. Il a dit qu'il a fait un message comme ça sur une sorte d'impulsion et qu'il s'agit d'une plaisanterie douteuse et d'une mauvaise plaisanterie. Il regrette, il ne cautionne en aucun cas ce qui s'est passé et aujourd'hui, il ne comprend toujours pas pourquoi il est en détention. Maurice. C'est la banalisation du mal, quoi. En gros, je veux dire, tous ces gens qui font de l'apologie du terrorisme, finalement, l'ont fait par hasard. Je voudrais rajouter à propos de Dieudonné, c'est que si vous dites qu'il y a une situation aggravante, ceux qui utilisent Internet, que j'ai regardé sur Internet, chaque sortie de Dieudonné sur Internet, c'est plus de 1,5 million de clics. Je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui a un impact et une influence sur Internet. Alors, peut-être que c'est là la solution, il faut couper à la source. Je pense qu'il doit y avoir des systèmes pour l'empêcher de mettre en ligne des... Le problème d'Internet, c'est toujours le même. Donc, quand il avait sorti cette vidéo où il disait Feu Follet, où il parlait de la décapitation de ce pauvre journaliste, ça a été tout de suite retiré par YouTube et interdit, mais il l'a reposté ailleurs. Et de toute façon, une fois qu'on commence à partager, ça se retrouve ailleurs sur la toile. Et c'est très, très difficile, en fait, d'arrêter ce genre de choses. Donc, avec 1,5 million de likes, il va passer combien d'années en prison ? Alors là, je ne sais pas, en tout cas jusqu'à 7 ans de prison, ça c'est le maximum. Dans le cas qui nous préoccupe, là, le trentenaire, il a écopé, lui, de 6 mois de prison ferme. Pour apologie du terrorisme, pour le tribunal, il n'y a eu aucun doute. Forcément, une photo avec une arme et à côté bye bye Charlie, ça veut tout dire. Donc le tribunal et la justice française, en tout cas, ne permet pas cette banalisation du mal et c'est une bonne chose. Mais certains dénoncent pourtant des dérives après les attentats du mois de janvier. C'est cette histoire des 2 enfants qui ont été entendus par la police. C'est une histoire, quand on la lit, ça paraît absurde. D'abord, il y a cette fillette, dernièrement, on a appris qu'il y a 2 semaines, une fillette de 10 ans a été entendue par la gendarmerie. Elle disait dans une rédaction « Je suis d'accord avec les terroristes d'avoir tué les journalistes car ils se sont moqués de notre religion ». C'est ce qu'elle mettait dans sa rédaction. Alors, cette phrase a valu à l'enfant d'être entendu par les gendarmes de la brigade de prévention de délinquance à Cagnes. Le dossier serait maintenant clos et en tout cas, voilà, il n'y a pas de suite à ce dossier. Mais ça rappelle également cet enfant de 8 ans qui s'est retrouvé également dans les Alpes-Maritimes. C'est dans le même endroit. C'est d'ailleurs de là que sont partis beaucoup de jeunes combattre en Syrie. C'est important de le rappeler. C'est un élève de 8 ans qui a déclaré en classe « Je ne suis pas Charlie, je suis avec les terroristes ». Et là aussi, il a été entendu. Il est important, Barbara, de spécifier que dans les 2 cas, ils ont été entendus avec leurs parents et que la police explique, ou la gendarmerie explique, et c'est important qu'ils n'ont pas été entendus, ils n'allaient pas être inculpés de terrorisme ou d'apologie du terrorisme. C'était surtout pour comprendre d'où venaient ces propos. Est-ce que ça vient de la famille ? Est-ce que c'est ce qu'ils ont entendu à la maison ? Parce qu'auquel cas, si ce sont les parents qui tiennent ce genre de propos, c'est évidemment beaucoup plus grave et ce serait pour éviter la radicalisation de ces jeunes enfants. Néanmoins, ces enfants n'allaient pas être mis en prison. Voilà, mais néanmoins, ces enfants ont été amenés devant la police, dans un commissariat, devant la gendarmerie. Et d'ailleurs, Amnesty a dénoncé ces mesures contre ces enfants. Amnesty International s'inquiète beaucoup parce qu'on donne énormément d'importance à la répression du terrorisme et de l'apologie du terrorisme. Et rappelle que le 11 septembre, par exemple, après le 11 septembre, il y a eu pas mal de dérives. On l'écoute peut-être ? Voilà, on va écouter le secrétaire général.
Les informations qui viennent de France sont inquiétantes. Les nouvelles mesures antiterroristes qu'ils mettent en place vont trop loin, selon nous. Elles ne correspondent pas aux critères internationaux. Ils ont déjà arrêté environ 70 personnes pour des chefs d'accusation très vagues. Dans le combat pour protéger la liberté d'expression, il ne faut pas en arriver à violer les droits de l'homme. C'est un véritable exercice d'équilibriste, Barbara, pour terminer, entre il faut absolument agir et arrêter ceux qui font l'apologie du terrorisme et le fait de ne pas arriver à des dérives où on arrête des enfants de 8-10 ans. On disait ce difficile équilibre entre état de droit et état d'urgence, un dilemme auquel est confrontée la France en ce moment. Merci beaucoup, Myri. Vous restez avec nous. On reparle de cette autre affaire avec vous, Maurice. C'est cette démission remarquée hier sous la pression d'Israël. Eh bien, le juge de l'ONU en charge d'enquêter sur les supposés crimes de guerre commis cet été à Gaza a donc quitté ses fonctions. Explication en images et on en parle juste après. C'est presque un coup de tonnerre diplomatique. William Schabas ne dirigera finalement pas l'enquête de l'ONU sur l'opération israélienne à Gaza de cet été. La démission de celui qui fut à la tête d'une commission d'enquête où il n'aurait jamais dû être nommé, c'est la preuve même de cette tendance anti-israélienne de cette organisation. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a dirigé un nombre plus important de débats sur Israël que sur la Corée du Nord, l'Iran et la Syrie réunis. Le 11 août dernier, la nomination de William Schabas à la tête d'une équipe d'experts internationaux avait provoqué l'ire des responsables israéliens. Cet ancien consultant juridique de l'OLP n'a jamais caché son but de vouloir faire juger Benyamin Netanyahou devant la Cour pénale internationale de La Haye. Pas plus qu'il n'affichait ouvertement ses positions anti-israéliennes. Je suis disposé à évoquer la question des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes d'agression. Chacun d'entre eux, et je peux le démontrer, ont été perpétrés à diverses périodes de l'histoire d'Israël. Israël souhaite à présent l'abandon pur et simple de l'enquête onusienne sur le conflit qu'il a opposé au Hamas pendant près de 2 mois. Ses responsables ont toujours rejeté toute coopération avec les experts internationaux de l'ONU. Le responsable de cette enquête biaisée a démissionné et il est maintenant temps de démanteler cette infrastructure tout entière. Ce pseudo-conseil des droits de l'homme de l'ONU a des positions anti-israéliennes notoires qui n'ont d'ailleurs rien à voir avec les droits de l'homme. À Gaza, où le processus de reconstruction est toujours au point mort, le Hamas a accusé Israël d'avoir exercé des pressions pour obtenir la mise à l'écart de William Schabas. Même isolé, le mouvement islamiste palestinien assure ne pas avoir dit son dernier mot. Alors très concrètement, Maurice, pourquoi a-t-il démissionné ? Tout simplement parce qu'Israël l'avait accusé de partialité sans apporter les preuves de cette partialité. Donc il avait continué son travail comme si de rien n'était jusqu'à hier où Israël a publié des documents montrant que William Schabas avait été consultant pour l'OLP et que pour des recommandations pour l'Organisation de libération de la Palestine, il avait touché en 2012 quelque chose comme $1 300. Alors bien sûr, la somme est un peu dérisoire, $1 300 pour un avocat international, c'est pas grand-chose, mais ça a prouvé qu'il n'avait pas dit la vérité lorsqu'il avait été nommé, puisqu'il avait dit qu'il n'avait rien à voir, qu'il était impartial et qu'il n'avait rien à voir avec les deux parties. Deuxièmement, c'est des liens commerciaux et professionnels avec l'une des deux parties, donc ça le disqualifie. Un conflit d'intérêts clair et net. Mais vous savez pourquoi Benyamin Netanyahou en voulait à William Schabas ? En fait, ça date de bien plus longtemps. En 2010, le professeur Schabas avait écrit un article dans une revue juridique canadienne dans lequel il avait déclaré que Netanyahou était l'homme le plus dangereux pour l'avenir d'Israël. C'était une réaction à un discours de Benyamin Netanyahou. Benyamin Netanyahou avait énuméré 3 menaces pour Israël. La première, c'était le nucléaire iranien. La seconde, c'était les missiles en provenance de la bande de Gaza. Et la troisième, c'était le juge Goldstone, le juge qui avait établi le rapport sur l'opération Plomb durci en 2008-2009 dans la bande de Gaza. C'était les 3 menaces, des 3 menaces qui n'ont pas été du tout appréciées par William Schabas. C'est pour ça qu'il en voulait à Benyamin Netanyahou. Mais il n'en voulait pas uniquement à Benyamin Netanyahou. Il en voulait aussi à Shimon Peres, puisqu'il avait dit que le président soudanais avait été
traîné devant la justice internationale pour ce qui s'est passé au Darfour et qu'il ne comprenait pas pourquoi le président israélien n'était pas traîné devant la Haye pour ce qui se passe à Gaza. À l'époque, le président israélien, c'était Shimon Peres. Oui. Donc voilà, un homme loin d'être impartial. Est-ce qu'on connaît son parcours, sa carrière? Il vient d'où? Il faisait quoi un juriste international qui était spécialiste effectivement dans les droits de l'homme et dans le droit international. Mais ce qui est très important, c'est qu'il a un successeur. On a déjà nommé quelqu'un pour lui succéder. C'est Mary McGowan Davis. C'est une juriste américaine cette fois-ci. Elle était ex-juge. Elle était juge et procureure de l'État de New York. Elle est elle aussi spécialisée dans les droits de l'homme. Et d'un point de vue israélien, on ne veut pas encore prendre position sur cette nomination, mais les Israéliens prennent des précautions dans leur réaction et font remarquer qu'elle est peut-être un peu plus équilibrée. Il faut dire que c'est elle qui avait été choisie pour suivre l'application du rapport Goldstone sur plomb durci. Elle était censée vérifier les recommandations de Goldstone. Alors maintenant, est-ce que ça va changer quelque chose? Non, parce que le juge Chabas a dit que les témoignages ont déjà été recueillis et que ça ne changera rien au rapport. Maintenant, c'est une question de personne qui va écrire les recommandations. Voilà, mais le rapport sortira bel et bien le mois prochain. Le 23 mars, et à noter encore que si vous me demandiez si c'est une victoire pour Israël ou pas une victoire, il faut dire que par exemple, si on prend l'exemple du rapport Goldstone, qui a été établi en 2009, Goldstone a fini par dire qu'il fallait revérifier ses recommandations et il y a une demande d'annulation aujourd'hui du rapport Goldstone. Voilà, on continuera de suivre l'affaire. Merci beaucoup Maurice. On parle d'enfants et d'Internet. Les enfants qui sont de plus en plus une cible commerciale sur le net. Ce sera après un nouveau journal. Sur le plateau du Morning, bonjour si vous nous rejoignez, bon réveil, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Betsabé. Bonjour. On va parler avec vous dans un instant Betsabé. des enfants qui deviennent de plus en plus en fait une cible marketing sur Internet. Oui, exactement. D'accord, ce sera pour tout à l'heure, mais on commence avec vous, mon cher petit chat. Ce qui fait Toujours le pas de buzz, chat aujourd'hui dans la pas de chat. chronique. Non. Ce qui fait le buzz en revanche ce matin, c'est un selfie qui n'en est pas un. Il crée l'émotion sur Internet. Oui, c'est un selfie quand je suis poursuivi par des soldats israéliens. En tout cas, c'est le sous-titre du selfie qu'on va voir qui est assez surprenant, publié par le compte officiel du groupe de rap arabe israélien Dam, très connu en Israël. Une image devenue virale très vite et prise au premier degré, notamment dans le monde arabe sur le web. Pour Hafté, on va voir les réactions qui sont enchaînées en quelques minutes. Cette image veut tout dire, alors que pour Abu Jaffa, on se demande mais comment a-t-il pu survivre à un tel moment? Certes, quelques internautes ont dit mais comment prendre un selfie alors qu'on est poursuivi par des soldats? question, Absolument. ouais. Cette émotion partagée empêche de comprendre la réalité. En réalité, évidemment, il s'agit d'une photo extraite d'un film que le chanteur de Dam est en train de tourner, inspiré de faits réels sur sa propre vie. Regardez bien d'ailleurs, si on regarde, là encore voilà des réactions, mais si on regarde bien la photo sur son démenti, on voit bien que les uniformes n'ont rien à voir avec ceux de l'armée israélienne Tsahal, et au final, il aura donc dû faire un démenti du bout du clavier, end cut, coupé, mais ces faits sont basés sur une histoire vraie. Le démenti a donc été fait, mais le mal aussi, lui, a été fait. Voilà pour ce selfie qui n'en est pas un, évidemment. L'histoire n'est pas réelle, évidemment. On parle d'autres soldats. Des soldats Facebook, et ça se passe en Angleterre. Oui, c'est une info du Guardian relayée par le Huffington Post. Ils seront bientôt 1500 hommes et femmes militaires, mais aussi des civils, tous spécialisés dans les opérations psychologiques, notamment sur les réseaux sociaux. Et le nom de cette brigade n'a pas été choisi au hasard, c'est la 77e brigade, du nom d'un bataillon britannique devenu mythique lors de la Seconde Guerre mondiale. Les soldats britanniques avaient alors combattu les soldats japonais dans la jungle avec un aspect psychologique important. Cette fois, c'est donc sur Internet qu'ils vont combattre. Alors, il y aura plusieurs champs d'action. La communication d'abord, on le sait, comme l'a déjà fait l'armée israélienne, en étant présente sur les réseaux sociaux pour communiquer. Autre aspect, la cyberdéfense. Par exemple, ce sont 20 000 sites français qui ont été piratés par des sympathisants islamistes depuis les attentats de Charlie Hebdo. Et puis la troisième mission, la plus intéressante de cette brigade, c'est de semer le doute, l'idée de diffuser de fausses informations sur le net pour créer la confusion dans les lignes ennemies, dans les rangs ennemis. Et c'est donc
donc plein de stratégies militaires, mais cette fois sans armes létales, d'où le fait d'embaucher pour mener cette guerre des gens spécialisés dans les opérations psychologiques du type PsyOps, qui consiste par exemple à convaincre, c'est connu en stratégie militaire, convaincre l'adversaire de céder sans avoir même combattu. C'est une initiative tardive que lance l'Angleterre. Elle avait du retard en matière de cyberdéfense ? Oui, l'Angleterre comme la France ont du retard en matière de cyberdéfense. D'énormes investissements ont été faits, mais on est quand même loin derrière les pionniers du genre, comme les États-Unis, la Chine, Israël. Du côté de la France, par exemple, on essaye de rattraper son retard avec 1 milliard d'euros investis pour 5 ans, pour les 5 prochaines années, sur la cyberdéfense. Les effectifs de l'organisme de cyberdéfense français vont doubler dans les 5 ans. Donc évidemment, ça devient quelque chose d'absolument central aujourd'hui. Allez, on parle d'autre chose, peut-être dans le même esprit. Vous nous les aviez montrées, ces vidéos de lutte contre le djihadisme, et évidemment pullulent aujourd'hui sur le net les parodies de ces vidéos. Oui, après d'une semaine, le gouvernement français lançait à grand renfort médiatique la campagne pour contrer les thèses djihadistes sur le net. Cyber-djihadisme, on s'en souvient, elle est adressée aux jeunes, elle est multi-support, film, YouTube, compte Twitter, site internet. Tous les supports sont utilisés pour dissuader les jeunes, notamment donc la vidéo que vous êtes en train de voir, baptisée Ils te disent, qui a fait un énorme buzz, qui essaye de démonter les promesses djihadistes, et on en a donc beaucoup parlé sur ce plateau depuis la semaine dernière. Alors, le site Topito a sorti hier une parodie qui, elle, sensibilise les jeunes au danger, à un autre danger, celui de la télé-réalité. C'est très bien fait. Vous regardez avec de l'humour et du second degré. Regardez. Lost I was until I found you. Leur sentence est irrévocable. Voilà. C'est convaincant. Oui, là j'en ferai plus. On termine par de l'art en GIF. Oui, alors pour finir cette revue du web, je voulais vous parler du travail de Nicolas Damiens. Il est donc photographe de son métier. Il nous propose un projet numérique qui s'appelle Tokyo No Ads, c'est-à-dire Tokyo sans pub. Eh bien regardez, dans ces GIFs animés, c'est-à-dire des successions d'images fixes en une image, il a effacé tous les panneaux de pub de la capitale nippone en les faisant réapparaître. Comme vous le voyez, le calme est assez saisissant d'un coup dans ces villes. À noter d'ailleurs que le maire écologiste de Grenoble a il y a peu fait supprimer la pub des mobiliers de service public. Oui, en fait là c'est tout ce qui est écrit et tout ce qui est pub, etc. Donc là on voit un calme qui s'empare de la ville d'un coup, plus aucun message sur les panneaux. Donc à noter que Grenoble a voulu supprimer les panneaux et que certains conseillers de Paris essayent d'envisager la même chose, mais quand on sait que le mobilier urbain est en grande partie payé par la pub, cela enchante le citoyen mais pas forcément le contribuable qu'il est. Merci Rudy, restez avec nous. On se pose une question culturelle à présent. Comment un style artistique se crée dans un pays qui est en train de se construire lui-même? La question se pose évidemment ici en Israël. Est-ce qu'en Israël, c'est le sionisme qui a fait l'art ou l'art qui a fait le sionisme? Réponse au musée avec Daniel Campos et David Gomba. Traditionnellement, l'art en terre d'Israël était décoratif et reprenait des thèmes religieux. Artistes et artisans d'objets judaïques dominent. Quant aux peintres européens en visite en Terre Sainte, ils peignent les paysages bibliques. La création en 1906 de l'école de Betzalel à Jérusalem et un peu plus tard la vague d'immigration de peintres russes fuyant les pogroms dans les années 20 vont changer la scène artistique locale de façon radicale. It's a cross-section of Israeli art. C'est un échantillon représentatif de l'art israélien du début des années 1920 et jusqu'à hier matin. Au musée d'art de Tel Aviv, une nouvelle exposition retrace l'histoire de l'art moderne israélien en 3 périodes distinctes. La visite commence par une première partie dédiée aux pionniers et au modernisme national, une période qui s'étend depuis les années 1920 et jusqu'à la fin des années 60.
Les termes avant-garde et modernisme étaient en fait une justification idéologique de la rébellion artistique contre les règles rigides de l'époque, en apportant des éléments d'abstrait et de réalisme social, comme par exemple dans l'œuvre de Marcel Janco, cofondateur du dadaïsme. Les travailleurs du bâtiment de Moshe Matosovski, une œuvre centrale de l'exposition, est un bon exemple du courant nationaliste. Quant au surréalisme, on le retrouve chez Reuven Rubin avec le Zeppelin sur Tel Aviv, et pour le néo-expressionnisme, on retiendra La fiancée et son père datant de 1925. L'art naïf aussi avec L'arabe à la fleur de Pinchas Litvinovski, ou encore La vue de Tel Aviv depuis la colline de Ramat Gan datant de 1924. Toutes ces œuvres nous rappellent la diversité artistique extraordinaire de cette période. En poursuivant la visite, on passe à la deuxième partie, post-sionisme, post-minimalisme, internationalité et subjectivité. En clair, une revue des courants artistiques des années 1970 et jusqu'en 1999. Voici les œuvres du pionnier israélien de l'art géométrique Ehud Peker. Et ces séries de vidéo-construction sont réalisées par l'artiste Buki Schwartz, une signature bien connue de la scène new-yorkaise. Enfin, la visite se termine au temps présent, une période nommée Réduction et excès. Une collection qui donne une vue d'ensemble sur les courants des années 2000. L'accent est mis sur le minimalisme comme sur le maximalisme. L'histoire, la politique ou le personnel, les thèmes abordés sont divers. Dans ces installations, Nevet Yitzhak, une artiste d'origine juive orientale, déconstruit le concept d'orientalisme. Quant à cette œuvre de Yael Efrati, elle est une critique de la société israélienne. Cette exposition demande de la curiosité et de la patience. Mais au bout du compte, vous serez récompensé par une narration bien différente de l'histoire d'Israël. Voilà, on parle d'enfants et d'Internet. On va tout de suite avec vous, Betsabé. Rien à voir avec la date d'aujourd'hui. Non, ça n'a rien à voir. Alors, des enfants de plus en plus jeunes qui maîtrisent les tablettes, vos smartphones. Pour tous ceux qui ont des jeunes enfants, on connaît ça extrêmement bien. Hein, et on se demande comment ils font d'ailleurs. Hein. Et donc, tout logiquement, les enfants sont de plus en plus la cible de campagnes marketing sur Internet. Effectivement. Alors, les entreprises qui cherchent à séduire ses enfants se multiplient et c'est pour ça qu'on en parle. Alors vous avez bien sûr Vine qu'on connaît déjà, on en a déjà parlé sur ce plateau, application de partage de vidéos issue de Twitter à l'attention des enfants désormais. Alors à différence de Twitter, vous n'avez pas à vous abonner à un utilisateur, mais vous pouvez passer librement d'une vidéo à l'autre. Ça plaît beaucoup à ce petit garçon. Alors je vous ai préparé 3 exemples. On va voir tout de suite un exemple de rire, c'est tout bête mais ça plaît aux petits, vous allez voir. Je l'ai mis en faisant loop parce qu'elle est très cool. Voilà. Sans doute ils peuvent se le passer en boucle, ça. Voilà, ça ils aiment bien. Alors vous avez. Jamais, donc ça peut durer des heures. C'est le leitmotiv. Hein, c'est en loop. Alors vous avez la version choucroute, Cathy qui boit le jus de la choucroute. Bon appétit. Hey, starting. Hey, starting. Public facile. Ah oui, ça, si on imagine bien, il s'en lasse pas. Alors vous avez la version bataille de boule de neige. On va voir si ça vous plaît autant, Barbara. Allez-y. Ça va vous rafraîchir. Go ahead. Go ahead. Préciser que ce sont des vidéos de 6 secondes. Voilà, donc c'est ça le principe de Vine en fait. Oui, ce sont des vidéos de 6 secondes et qui se répètent à l'infini, c'est-à-dire qu'elles se répètent. À partir du moment où vous appuyez sur play, non, mais la limite c'est 6 secondes. J'imagine mon fils devant ces petites vidéos, c'est le bon public, effectivement. Juste une question qu'on se pose comme ça, il n'y a pas de risque qu'il tombe sur une vidéo violente ou pornographique même? Alors une équipe a été mise en place, elle sélectionne les vidéos et filtre les contenus, donc ça diffère du système normal, Rudy, d'Internet, où on attend en général que les utilisateurs se plaignent, dénoncent un contenu. Là c'est a priori, donc c'est une contrainte de plus, mais ça en vaut la peine. Les entreprises sont séduites par ce jeune public pour plusieurs raisons, Barbara. Marché d'autant plus intéressant que ces moins de 13 ans sont déjà très actifs. Ils sont donc une cible publicitaire, on l'a compris, mais en plus, ce sont de futurs clients à fidéliser et c'est bien cela qu'ont en tête ces grandes entreprises. Le business model de Vine, c'est comme YouTube, enfin c'est
C'est des recettes par la publicité ? Non, pas forcément par la publicité, mais par le nombre d'utilisateurs. C'est-à-dire que ce qui va se revendre ou ce qui s'achète, ça a été le cas par exemple dans WhatsApp, c'est le nombre de gens qui ont un compte Vine, donc un mail, donc des potentiels gens à qui on peut envoyer de la publicité, mais pas directement sur Vine. Et Vine n'est pas le seul en fait. Alors Vine n'est pas le seul. Vous avez Google. Alors on parlait de publicité, Rudy, à l'instant. Google réalise quand même 95% de ses revenus grâce à la pub. Alors il a sauté sur ce marché, bien entendu, avec des versions adaptées de YouTube, de Gmail. C'est ce que le géant américain a annoncé en décembre dernier. Alors on a peu de détails encore sur ce Google Kids, plutôt mystérieux. C'est prévu pour quand ? C'est prévu, on ne sait pas, on a très peu d'infos, mais encore là on voit l'inquiétude sur cette sécurité face aux enfants. Pavni Diwanji, qui est la vice-présidente de Google sur qui est en charge du projet, expliquait à USA Today que ces nouvelles plateformes prendraient davantage en compte les désirs, les besoins des enfants, mais attention, tout en les protégeant des choses inadaptées ou choquantes. Elle insistait, même si elle reconnaît, il y a d'autres défis qui s'imposent aussi, puisqu'aux États-Unis vous avez une loi qui embête beaucoup ces entreprises, c'est la loi de protection des enfants en ligne, la Children's Online Privacy Protection Act, qui leur interdit en fait de collecter des informations sur ces enfants de moins de 13 ans, ces informations qui permettent justement d'envoyer ensuite des pubs par mail. Après, vous avez bien sûr une panoplie d'entreprises qui proposent des vidéos en ligne, pas vraiment nouveau. Dernièrement, vous avez TF1 qui a annoncé le lancement le 5 février prochain de Tfue Max. C'est un Netflix donc, qui s'adresse aux 3-12 ans. Ça commence très jeune, service payant, donc là, de vidéos en ligne, 3 € les premiers mois, 4 € après. Bon, mais ça peut cartonner, j'imagine. Une alternative à la télévision. Pourquoi pas, ouais. Et puis il y a des moteurs de recherche aussi ? Alors, vous avez des moteurs de recherche adaptés aux enfants aussi. À côté des gens américains, vous avez les startups françaises qui s'attaquent, elles aussi, aux moins de 13 ans, comme celle qui a mis au point ce nouveau moteur de recherche pour enfants. Ça s'appelle Qwant. Alors, un peu comme les autres moteurs de recherche, vous avez des résultats par rubrique. Web, actualité, images, vidéos, mais il y a aussi éducation, ce qui est relativement nouveau. Et ça a été même considéré comme un outil pédagogique par le ministère français de l'Éducation nationale. Du coup, ça devrait être mis à la disposition des établissements scolaires dès la rentrée 2015. On termine en 30 secondes, Betsabe, avec quelques conseils aux parents. Alors, vous avez une journée internationale de la Safer Internet Day. Ce sera le 10 février dans 70 pays. À cette occasion, Yahoo vous donne 2-3 conseils, notamment installer des systèmes de filtrage. Vous avez des applications pour ça, des logiciels, et donner aux enfants des codes de bonne conduite. Par exemple, leur dire notamment de ne pas insulter les gens par messagerie ou encore de limiter les forums. Voilà, qui est dit. Merci beaucoup. Je vais aller boire un jus de choucroute tout de suite. Prenez une vidéo. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Portez-vous bien et à demain.